Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Tatiana Kostueva-Jean. Elle dirige le centre Russie-Eurasie de l'IFRI, ainsi que la collection électronique trilingue Russie-Eurasie Vision. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont La Russie de Poutine en 100 questions, chez Talendier. Tatiana, bonjour. Bonjour Cathy et Marc. Bonjour. Notre entretien est enregistré le 1er mars 2024, le jour même des obsèques d'Alexeï Navalny. Que vous inspire la disparition de celui qui était présenté comme le principal opposant à Vladimir Poutine ? Alexeï Navalny ne faisait pas l'unanimité dans l'opinion publique russe et on lui reproche encore des visions nationalistes de ses débuts politiques. Mais je pense que même ses adversaires politiques peuvent reconnaître qu'il s'agit de la disparition de l'homme politique russe le plus talentueux et courageux de l'ère post-soviétique. Et ce n'est pas une exagération, une figure de style. À la différence des autres hommes politiques russes, il ne sortait pas de la nomenclatura comme un Gorbatchev et un Yeltsin ou des services spéciaux comme Poutine. Il n'a jamais été au sein des milieux dirigeants, au sein du pouvoir. Il ne disposait pas de ressources financières et administratives de l'État russe. Au contraire, il défiait un système politique très contrôlé. Une sorte d'ovni politique, j'ai envie de dire. Et tout le chemin de blogueur anticorruption à l'homme politique opposant numéro 1 à Poutine, il le doit à son courage, sa capacité d'entraînement, sa créativité. Il savait parler aux gens, au-delà des cercles des convaincus. En 2013, il a participé aux élections à la mairie de Moscou face au maire sortant Sergueï Sobanin. Il a obtenu, sans avoir l'accès à la télévision fédérale, 27%. Ces vidéos qui dénonçaient la corruption en Russie ont fait des millions de vues. Celle sur le palais de Poutine, par exemple, 130 millions de vues. Il a trouvé des solutions pour se faire entendre dans un système très verrouillé avec en proposant le vote intelligent, c'est-à-dire voter pour tout candidat autre que Vladimir Poutine. Il proposait aussi une vision sur la Russie d'avenir, une vision qui séduisait les jeunes et qui n'était absolument pas tentée par la vision de l'avenir tournée vers le passé que proposait le Kremlin. Il a aussi ridiculisé Poutine et ce qu'il paye très chèrement aujourd'hui. Il a ridiculisé aussi les services de renseignement après l'échec de son empoisonnement. Quelle que soit la cause directe de sa mort, on peut dire aujourd'hui que la responsabilité est au Kremlin. Et pour une partie de la Russie, ça crée un énorme vide qui ne sera pas rempli tout de suite. Sa femme Yulia se positionne comme quelqu'un qui voudrait reprendre le flambeau et porter ce combat politique. Elle a des atouts, elle porte le nom de Navalny, c'est une femme de caractère. Et en même temps, le capital politique ne se transmet pas par héritage. Vous avez parlé d'un système très verrouillé. Aujourd'hui, le système apparaît plus verrouillé que jamais. Et c'est dans ce contexte que vont intervenir prochainement l'élection présidentielle. Évidemment, la réélection de Vladimir Poutine ne fait guère de doute, on peut même dire aucun doute. Alors, à quels éléments faut-il plus particulièrement prêter attention lors de ce scrutin ? En effet, le Kremlin se prépare aux élections présidentielles, est allé sur 3 jours, du 15 au 17 mars. Il faut rappeler qu'en 2020, la constitution russe a été changée et elle permet désormais à Vladimir Poutine d'être le candidat à sa propre succession. Et il peut faire, selon cette nouvelle constitution modifiée, encore 2 mandats de 6 ans, donc aller jusqu'à 2036, le moment, l'année où il aura 83 ans. Pas de doute sur les résultats. Poutine sera réélu et avec un score qui dépassera certainement son dernier score de 2018 de 77%. Donc l'opposition russe, par exemple, ne parle pas des élections, mais d'une opération électorale spéciale. Le scénario qui est choisi, c'est le scénario le plus conservateur et le plus verrouillé de toutes les élections présidentielles en Russie. À part Vladimir Poutine, il y a 3 candidats qui ont été soigneusement sélectionnés. Certains sont très mal connus de l'opinion publique russe. D'autres reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont pas là pour gagner, mais simplement pour participer à ces élections. Aucune stratégie de l'opposition n'est possible. La seule chose que l'opposition a pu faire, c'est d'appeler à venir voter dimanche 17 mars à midi pour faire voir au Kremlin,
au régime politique russe que tout le monde n'est pas d'accord avec ce régime et avec la guerre que le régime mène. Il y a beaucoup de points, en vérité, de tension à surveiller. Et il y a déjà des surprises dans la campagne électorale. On a vu la candidature de Yekaterina Duntsova apparaître, qu'on ne connaissait absolument pas avant, une journaliste, et quelqu'un qui n'était connu qu'au niveau régional. On a vu la candidature de Boris Nadezhdin, qui était censé être une marionnette très confortable dans le jeu politique, et qui finalement a montré que cette Russie anti-guerre existe encore, parce que on a vu dans les rues de Moscou, notamment, et d'autres grandes villes, des files d'attente des gens qui souhaitaient donner leur signature pour la candidature de Boris Nadezhdin. Ce que nous, les experts, on va suivre pour ces élections, c'est évidemment comment le Kremlin va assurer le taux de participation, quelles seront les pressions sur les électorats dépendants de l'État, sur les employés, sur ce qu'on appelle les budgetniki, les gens qui sont payés sur le budget de l'État, comment l'État va les obliger à participer et voter dans le bon sens. C'est aussi intéressant d'observer quel sera le candidat numéro 2. Traditionnellement en Russie, c'est le Parti communiste qui gagne. Or, cette année, le candidat est beaucoup trop conservateur, Nikolai Kharitonov, et représente le milieu plutôt rural. Est-ce que ce sera Vladislav Davankov? C'est le parti Novy Lyudzi qui tente de récupérer l'électorat potentiel de Boris Nadezhdin. Ça, c'est un moment intéressant à observer. Ensuite, après les élections, on peut facilement prédire qu'il y aura le maintien et le durcissement même du contrôle sur la société. Il y aura à nouveau la promotion agressive des valeurs conservatrices. Et puis la guerre, elle sera vraiment élément moteur du pays, élément unificateur et mobilisateur. Et on a vu cela il y a 2 jours avec le discours de Vladimir Poutine à la nation, comment il met la guerre au cœur de sa future politique. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes à observer après les élections, notamment le remaniement du gouvernement et les mouvements tout en haut du sommet du pouvoir russe, car depuis 2 ans, c'est quasiment gelé. Il n'y a ni sortie ni rentrée de nouvelles personnes. Et notamment, ce qui est intéressant à revoir, est-ce que Mikhail Mishustin, le Premier ministre, va garder son poste? Est-ce que Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, ou Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, vont rester aussi en tête de leurs ministères respectifs? Est-ce que des réformes impopulaires auront lieu aussi, notamment l'augmentation des impôts et des taxes pour financer l'effort de guerre? Et enfin, ce qui nous intéresse peut-être nous, l'Occident, le plus, dans le cadre de la guerre, est-ce qu'il y aura une nouvelle mobilisation partielle ou totale? Il faut dire que tout est prêt pour. Le discours aujourd'hui de Vladimir Poutine est qu'on n'a pas besoin de plus de soldats, que c'est largement suffisant. Or, ce n'est pas ce qui remonte par les chaînes Telegram des correspondants militaires qui témoignent du manque du personnel dans les tranchées. Et surtout, il y a un taux de perte humaine absolument incroyable dans la bataille pour chaque mètre carré en Ukraine. Donc, à mon avis, le besoin du personnel militaire est présent. En Ukraine, au contraire, il ne devrait pas y avoir d'élection présidentielle en 2024. Comment est-ce que vous analysez cette volonté ukrainienne de reporter le scrutin ? En effet, l'Ukraine, en fait, s'est retrouvée devant un dilemme. Comment rester une démocratie exemplaire, digne d'adhésion à l'Union européenne? Comment éviter aussi les divisions contre-productives et se battre au front efficacement? Cela fait 2 ans et demi à peu près qu'il y a une sorte de gel de la vie politique. Même les personnes qui étaient opposées à Volodymyr Zelensky faisait bloc derrière lui, une sorte d'union sacrée. Eh bien, dans ces conditions-là, les élections parlementaires de l'automne dernier, mais aussi présidentielles, qui devaient avoir lieu fin mars, ont été reportées sine die. Pourquoi ? L'Ukraine est sous la loi martiale, d'une part, et la loi martiale interdit l'organisation des élections locales, parlementaires et présidentielles en temps de guerre. Ensuite, les élections, sur le plan pragmatique organisationnel, sont très difficiles à organiser. Comment faire voter
les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les personnes qui sont parties à l'étranger, les soldats dans les tranchées. Il y a 20% du territoire ukrainien qui est occupé. Comme a dit Vladimir Zelensky il y a quelques semaines, si on organise les élections maintenant, il faut oublier la contre-offensive et la déoccupation. Le propos est très fort. Et puis les Ukrainiens, 81% des Ukrainiens, selon les sondages de l'Institut de sociologie de Kiev, préfèrent attendre la fin de la guerre pour organiser les élections. Donc il n'y a pas de pression en interne sur Volodymyr Zelensky pour l'organisation de ces élections. Les Européens non plus n'ont pas fait la pression. Les Européens ont connu de guerres mondiales pendant lesquelles il y a eu des précédents. Des élections ont été annulées en France ou en Grande-Bretagne. En revanche, les Américains souhaitaient que l'Ukraine organise des élections. L'année dernière, par exemple, le sénateur du Parti républicain, Lindsey Graham, a déclaré que les élections devaient absolument avoir lieu en Ukraine. Vladimir Zelensky reste encore populaire, mais il faut reconnaître que sa popularité baisse. Si au début de la guerre, sa popularité était de 90%, le dernier sondage montre que ce taux est descendu à 64% et que la figure la plus populaire aujourd'hui, c'est le général Zaloujny, le général qui était à la tête des forces armées ukrainiennes et qui a démissionné. Par contre, on ne sait pas s'il a vraiment des ambitions politiques. Il n'a pas fait de déclaration allant dans ce sens. L'administration présidentielle de Volodymyr Zelensky est consciente qu'il y a quand même un problème de légitimité. Ce n'est pas pour rien que le fils du président a présenté une sorte de requête à la Cour constitutionnelle sur la possibilité d'organiser les élections un peu plus tard en temps de guerre ou sur la possibilité d'assurer la légitimité du président après la fin de son mandat. Officiellement, c'est le 20 mai. Tatiana Kastoeva, Jean, quittons un peu, si vous le voulez bien, la sphère politique pour nous intéresser aux sociétés et revenons un instant à la Russie. Vous avez écrit début 2023 un article pour la revue Politique étrangère intitulé « Un an de guerre en Ukraine, où en sont les Russes ?» Un an plus tard, votre vision de la société russe a-t-elle changé ? Les tendances que je décrivais se sont renforcées et elles peuvent être enrichies avec de nouveaux exemples plus récents, mais la grille de lecture reste exactement la même. Si on regarde les sondages du Centre Levada, en Russie, 85% en janvier 2024 continuent à approuver l'action de Vladimir Poutine et 77% l'action des forces armées russes en Ukraine. Et ces chiffres sont à peu près stables depuis le début de la guerre. Mais derrière ce qui se cache, c'est une très forte polarisation de la société russe. Il y a en fait plusieurs Russies qui vivent la guerre de différentes manières. Il y a la Russie la plus petite, mais très qualitativement très très intéressante. C'est vraiment l'intelligentsia russe qui se sont exilés à l'étranger. On cite un chiffre allant jusqu'à 1 million de personnes, difficile à confirmer. Certains retournent dans le pays parce que la vie à l'étranger est extrêmement difficile. Il y a la Russie anti-guerre, et c'est la Russie qu'on verra aujourd'hui assister à l'enterrement d'Alexeï Navalny. En fonction de la manière dont la question des sondeurs sociologiques est tournée, cette partie de la Russie anti-guerre peut être évaluée entre 15 et 25%. C'est la Russie c'est aussi les sondages qui le révèlent, qui prouvent les sentiments de fatigue, de dépression et de désarroi. Il y a aussi une Russie pro-guerre qui est évaluée dans les sondages entre 15 et 17%. C'est intéressant en soi d'ailleurs la question comment on mène les sondages dans un pays en guerre et dans un pays sous un régime autoritaire. Et je vois la grande créativité des instituts de sondage. Par exemple, un récent sondage d'un nouveau centre qui s'appelle Chroniki ne compte parmi le noyau dur des personnes anti-guerre que ceux qui répondent positivement à 3 questions à la fois. Soutenez-vous l'opération militaire spéciale ? Est-ce que vous pensez que l'armée doit être financée en priorité? Et est-ce que vous refusez la décision de retirer les troupes russes d'Ukraine si les buts de guerre ne sont pas atteints? Donc, entre 15 et 17% de personnes sont sur noyau dur pro-guerre en Russie. Il faut aussi dire que parmi ces gens-là, il y a ceux qui bénéficient vraiment économiquement et socialement de la guerre.
les salaires des volontaires qui sont partis et qui vivent souvent dans les régions périphériques ont été multipliés par 5, par 6. C'est des sommes qu'ils n'arrivaient pas de gagner avant la guerre. Et Vladimir Poutine, dans son discours, le dernier message à la nation, a bien promis que ces gens-là seront valorisés socialement et qu'il s'agit de la nouvelle élite dans la Russie d'avenir. C'est d'ailleurs, ça reste à prouver parce que en 2 ans de guerre, on n'a pas vu pour l'instant de nouvelles élites issues de ces volontaires arriver renflouer les rangs des élites russes. Il y a aussi un autre groupe dans cette Russie anti-guerre qui ne bénéficie pas directement économiquement de la guerre, mais elle soutient par proximité idéologique. La guerre rentre parfaitement dans leur vision du monde qui a été aussi alimentée par la propagande depuis plusieurs années, bien avant la guerre. C'est souvent la population qui est âgée, la population rurale, peu éduquée, et qui prend ce que racontent les chaînes de télévision russes au pied de la lettre. Et enfin, la dernière Russie, il y a la Russie apolitique, qui c'est la Russie majoritaire, qui tente de vivre, de continuer sa vie personnelle et professionnelle en faisant abstraction de la guerre, en se concentrant sur la vie familiale, privée, professionnelle. Mais dans ce milieu, il y a aussi une fatigue de la guerre qui commence à s'exprimer. Les sondages montrent par exemple que 2/3 de Russes souhaitent que l'opération militaire spéciale se termine. 83% souhaitent que les autorités russes se concentrent sur la politique intérieure. 58% souhaitent le cessez-le-feu avec l'Ukraine. 51% souhaitent le rétablissement des relations avec l'Occident. Mais le problème, ces gens-là n'ont pas voulu cette guerre. Ils souhaitent qu'elle se termine rapidement, mais pas par la défaite de la Russie. Ils ne souhaitent pas payer les réparations, reporter la responsabilité de ce qui a été fait. Et donc, quand on demande aux gens russes si vous soutenez la décision hypothétique du président de mettre fin au conflit, 70% de personnes qui répondent soutiennent, mais la même décision à condition de retour des territoires à l'Ukraine, ce taux chute à 34%. Donc c'est tout le problème. Cette demande de la paix ne va pas se convertir en action de protestation massive contre le régime. Là-dessus, il n'y a pas de risque pour le régime de Vladimir Poutine à court et à moyen terme. Et pour parler de la situation économique, vous avez parlé d'une possibilité d'une augmentation d'impôts. Et je voulais savoir dans quelle mesure la société russe a-t-elle été affectée par les sanctions occidentales et plus largement, comment est-ce que vous évaluez l'efficacité de ces sanctions ? J'entends beaucoup de critiques sur les sanctions. Bien évidemment, elles n'ont pas empêché la croissance. L'année dernière, la Russie a affiché 3,6% de croissance. Il faut voir quels sont les objectifs des sanctions. Je pense que ceux qui pensaient que les sanctions peuvent infléchir la volonté politique de Vladimir Poutine et mettre fin à la guerre, c'était bien naïf de penser cela, ou provoquer, comme certains en Occident ont pu le dire, l'effondrement de l'économie russe. Il faut comprendre que l'économie russe est très intégrée dans l'économie globale et que les autres économies, y compris les économies occidentales, ont besoin des matières premières russes, et pas seulement le pétrole et le gaz, mais aussi les différents métaux, le titane, etc. Et donc en fait, je pense que l'objectif au début, c'était un peu les mesures par défaut en fait, les sanctions. On peut pas faire la guerre en Ukraine, on peut pas envoyer des troupes en Ukraine. On a vu le tollé qui a été suscité par la déclaration d'Emmanuel Macron qui faisait allusion à des troupes occidentales au sol. Et on ne peut pas non plus ne pas réagir. Donc la solution qui a été trouvée intermédiaire et probablement pas satisfaisante, ce sont les sanctions économiques. Mais aujourd'hui, l'objectif en fait annoncé est très précis. C'est d'entraver le financement de l'effort de guerre russe, réduire la masse d'argent qui rentre dans le pays et qui permet à la Russie de financer cette guerre. Et
La résilience de l'économie russe est évidemment très très stupéfiante, mais on peut citer les différents facteurs qui ont permis cela, notamment les revenus des ventes du pétrole et du gaz. La Russie a su réorienter les flux, mais même certains pays occidentaux continuent à acheter du pétrole et du gaz russe en passant parfois par des pays tiers. Le gouvernement russe a investi massivement dans le complexe militaro-industriel qui représente aujourd'hui 6% du PIB. Ils ont aussi distribué, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'aides aux combattants, à leurs familles. Des salaires ont été augmentés pour les siloviki, pour les personnes dans les structures de force et pour les personnes qui travaillent dans le complexe militaro-industriel. Tout cela, ça relance la consommation aussi, qui est le facteur important de la croissance russe. Donc cet effort de guerre de 6% du PIB n'est pas critique aujourd'hui pour l'économie russe. Et ce n'est pas encore une économie de guerre. Vladimir Poutine a cité hier le chiffre de la part que représentait la dépense militaire dans le PIB de l'URSS à la fin, juste avant la chute, et ce chiffre était de 13%. Néanmoins, on ne peut pas dire que tout se déroule superbement bien dans l'économie russe. L'équation globale n'est pas du tout facile à tenir. Il faut financer l'effort de guerre, assurer la stabilité macroéconomique, porter une dépense sociale considérable, investir dans les régions annexées. Tout cela, ça demande vraiment des masses d'argent extrêmement importantes. Et il y a une distorsion aujourd'hui au profit du complexe militaro-industriel. Vous avez aussi des secteurs qui éprouvent beaucoup de difficultés, comme automobile ou aéronautique civile, par exemple, mais aussi le secteur d'extraction du pétrole et du gaz, parce que les gisements russes sont vieillissants. Et pour les nouveaux gisements, il faut des technologies, et c'était les technologies occidentales qui étaient censées le développer. Donc, à terme, le modèle de la rente énergétique peut quand même être mis au risque à péril, mais à terme, à court et moyen terme, encore une fois, la Russie a de l'argent pour continuer à financer l'effort de guerre. Après avoir parlé de l'économie et de la société russe, examinons en miroir la société ukrainienne. Les Ukrainiens gardent-ils, selon vous, le moral en dépit du coût très élevé, du coût humain très élevé de cette guerre et en dépit de l'échec de la contre-offensive de leur armée? En effet, on peut dire que les forces morales de la nation ukrainienne sont mises vraiment à rude épreuve. On a vu le dégel, j'ai parlé du gel de la vie politique en Ukraine, on a vu le dégel à partir de l'automne dernier. Justement, ça date de l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Et quand je dis les querelles au plus haut niveau, je pense évidemment à l'opposition entre le président Volodymyr Zelensky et le chef d'état-major des armées Zaloujny, qui a dû démissionner. On voit aussi la difficulté qu'a l'Ukraine aujourd'hui à mobiliser notamment les jeunes pour les envoyer au front. Il y a eu pendant cette guerre les scandales d'enrichissement et de détournement des fonds, ce qui évidemment choque beaucoup l'opinion publique. Donc tout ça, ça nous semble donner les prémices que l'union sacrée autour de la figure de Volodymyr Zelensky puisse être menacée. Et en effet, il y a quelques sondages qui montrent que la part des personnes qui estiment que les affaires dans le pays vont dans le bon sens est en train de baisser. Cette évaluation de la bonne direction des choses, c'est aujourd'hui 36 personnes qui pensent que les affaires vont dans le bon sens, contre 46% qui pensent que les affaires vont dans le mauvais sens. Et c'est pour la première fois depuis mars 2022 que les évaluations négatives de la situation générale du pays l'emportent sur les évaluations positives. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, que pour la société ukrainienne, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative autre que de continuer. Il y a quelques jours à la télévision française, j'entendais Kaja Kallas, la présidente estonienne,
parler de sa propre expérience, de l'expérience de son pays, de dire qu'il y a la paix et la paix. Et après la Deuxième Guerre mondiale, pour certains pays, la paix, c'était la liberté et la prospérité, et pour d'autres, c'était l'occupation et la déportation. C'est exactement ce que craignent les Ukrainiens. Il ne faut pas confiance à Vladimir Poutine. Il pense que s'il y a un cessez-le-feu, Vladimir Poutine va en profiter pour mieux préparer, mieux armer son pays et revenir à charge avec une attaque contre les autorités centrales, contre les autorités de Kiev. Il y a quand même donc dans la société ukrainienne la détermination générale à se défendre et à refuser tout compromis avec l'ennemi russe. Et cette détermination, elle a un chiffre, elle se chiffre à 95%. Il y a aussi un indicateur très intéressant, la part de ceux qui sont prêts à accepter les concessions territoriales pour parvenir à la paix et préserver l'indépendance de l'Ukraine. Eh bien, cette part, elle a augmenté en effet de 10% à 14% sur le plan global et elle est plus forte parmi les résidents du sud et de l'est de pays. Et néanmoins, parmi toutes les catégories confondues, la majorité reste contre toute concession territoriale. Et ce qui est intéressant à noter, parmi eux, 65% des citoyens russophones sont aussi contre les concessions territoriales. Tatiana, dans quelques semaines, en début avril, vous allez organiser la 3e édition du Forum France-Ukraine. La première édition avait eu lieu quelques jours à peine avant le déclenchement de l'invasion russe en février 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce forum et à quoi faut-il s'attendre pour cette 3e édition ? Le Centre Russie-Eurasie travaille sur l'Ukraine depuis de longues années à titre personnel. Moi, j'allais 1 ou 2 fois en Ukraine depuis le Maïdan, depuis 2014. Et nous avons tissé des liens très étroits avec nos partenaires ukrainiens. Oui, donc il s'agit de la 3e édition de ce forum bilatéral France-Ukraine et qui va réunir à nouveau des ministres, des ambassadeurs, de hauts fonctionnaires, des politiques, des parlementaires, des experts et des journalistes. Et nous allons discuter des 3 sujets d'actualité. L'un, c'est évidemment la situation au front. Est-ce que la guerre d'attrition peut être gagné par l'Ukraine. Un autre sujet concerne, nous en avons discuté précédemment, est-ce que l'union sacrée derrière Volodymyr Zelensky puisse être menacée? Quelle union entre l'armée, les élites et la société? Et enfin, le dernier sujet, l'Ukraine est pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et il y aura aussi cette année le sommet à Washington de l'OTAN. Donc le dernier sujet portera sur les perspectives euro-atlantiques de l'Ukraine. Tatiana Kastueva-Jean, merci beaucoup d'avoir participé au Monde selon l'IFRI. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre l'IFRI sur les réseaux sociaux pour être informé des prochains épisodes de ce podcast. À bientôt!